Bonjour Marc Pellman. Alors, à peine l'encre de l'accord historique signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était-elle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors, Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc, il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, comment dire, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf ou est-ce que, d'une certaine façon, il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA et ça, il l'a eu et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale et Trump, le président Trump a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Est-ce que, d'après vous, c'est le Rwanda qui est coupable ou est-ce que vous accusez aussi Félix Tshisekedi peut-être aussi de ne pas avoir eu l'intention de respecter cet accord ou alors est-ce que vous pensez qu'il était de bonne foi? Non, le Rwanda est coupable, Félix Tshisekedi est coupable, il y a beaucoup de coupables. Tous sont coupables d'abord depuis qu'ils ont saboté la vérité des urnes, la voix du peuple. Ce que le peuple a demandé en 2018-2019, ils n'ont pas accepté ça. Ça, c'était la complicité de M. Kabila, M. Kagame et M. Félix Tshisekedi. Donc, tous ils sont coupables. Mais aujourd'hui, si on fait fi de ce qui s'est passé, aujourd'hui, si les gens veulent la paix dans la région, tout le monde doit respecter les engagements. Cet accord, pour nous, c'est un accord déséquilibré, à l'avantage du Rwanda. Même à l'avantage du Rwanda, M. Kagame n'accepte pas. Donc j'accuse M. Kagame pour ne pas avoir respecté l'accord et pour sa volonté de prendre les localités du Congo, les ressources du Congo, et j'accuse Félix Tshisekedi simplement parce que lui ne veut pas une cohésion interne, une cohésion nationale à l'interne. Nous avons dit à M. Félix Tshisekedi, ce qu'il nous faut, c'est le dialogue national inclusif pour que tous les enfants du Congo parlent le même langage et voir comment affronter cette crise ensemble. D'après vous, quel est l'objectif que vous assignez à Paul Kagame? On a parlé des Kivu, certains parlent du Katanga. Est-ce que vous craignez, Martin Fayulu, une partition de la RDC? Est-ce que aujourd'hui, ça devient quelque chose de plausible? Non, mais c'est depuis longtemps que j'ai écrit et j'ai dit à tout celui qui veut m'entendre que l'objectif est la balkanisation du Congo.
M. Kagame ne viendrait peut-être pas partout, n'ira peut-être pas partout, mais il a besoin des Kivu et peut-être Museveni va s'occuper de l'Ituri et les autres vont s'occuper d'autres contrées. Donc, ce qu'il y a là, c'est l'intégrité territoriale du Congo qui est menacée. Donc, il faut arrêter, et c'est pour cela que je demande à la communauté internationale, elle peut arrêter ça. Je demande au président Trump, lui peut arrêter, c'est-à-dire de reprendre les sanctions contre M. Kagame et le Rwanda et de dire à tout le monde que la résolution 2773 doit être strictement appliquée. Cette résolution est claire. Donc, on demande au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et AFC. On demande à l'AFC et M23 de quitter toutes les positions qu'ils ont conquises depuis Goma, Bukavu et tout le reste. Donc, c'est très simple. Si le monde, si les Nations Unies veulent aider à pacifier la région, à résoudre cette crise, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est la résolution 2773. La solution, c'est les sanctions à Kagame et à l'interne ici, parce que nous avons aussi notre responsabilité. C'est la cohésion nationale. Allons au dialogue. Félix Tshisekedi et les évêques et les pasteurs doivent convoquer la réunion pour ce dialogue national inclusif. Est-ce que, d'après vous, parce qu'il y a un autre processus, le processus de Doha, par lequel l'AFC M23 discute avec le gouvernement de Kinshasa, est-ce que, d'après vous, c'était une erreur et qu'aujourd'hui, il faut abandonner ce processus de Doha? Oui, tout à fait. Nous avons dit que c'était une erreur, mais comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Nous avons dit que le processus de Doha n'avait qu'un objectif. Comment avoir le cessez-le-feu? Deux, comment mettre en application la résolution 2773? Si les belligérants s'étaient entendus pour arriver à cela, on ne pourrait pas dire que c'est un échec. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité de ces processus de Doha. Nous avons dit qu'il nous faut un processus le plus important. C'est le processus de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, on fait comme s'il n'y avait pas de Congolais. Le peuple congolais est complètement oublié. Il y a 10 millions de morts qui sont morts, et le président Trump l'a dit. Il y a plusieurs millions de Congolais qui sont déplacés, qui sont réfugiés, qui meurent comme ça. Donc, il faut que les Congolais qui sont au Congo, qui n'ont pas pris des armes, qui ont un mot à dire, ils doivent quand même participer à la résolution de cette crise. Et c'est pour cela que nous disons tous, et les belligérants, et les tenants du pouvoir aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux Congolais de la société civile, des partis politiques, nous devons tous nous rencontrer, asseoir autour d'une table et voir quelles sont les causes profondes de cette crise, qui est une crise régionale, mais dont les drames se déroulent sur le sol congolais. Alors, il faut trouver une solution. Alors cet appel au dialogue, vous le lancez vers Félix Tshisekedi, j'imagine vers d'autres hommes politiques. Quid de Joseph Kabila? Après des années de brouille, vous avez signé une déclaration commune avec lui le 1er mai. Depuis le 30 septembre, il a été condamné à mort pour traîtrise, pour trahison et crime de guerre. D'après vous, est-ce que Joseph Kabila peut faire partie de la solution ou est-ce qu'il fait partie du problème? Le pouvoir l'accuse d'être avec Paul Kagame dans une tentative de déstabilisation. Nous disons le dialogue national inclusif. Donc, toute personne, tout Congolais, Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il a une responsabilité. Kabila a fait que le pays n'ait pas d'armée. Pourquoi? Il faut qu'il vienne. Quand on va parler des causes profondes de cette crise, et pourquoi le Congo n'est pas capable de répondre militairement aux attaques du Rwanda. Pourquoi? Donc Kabila doit être là, tout le monde. Nanga aussi doit être là. Nanga, c'est un Congolais. Donc, il doit nous dire pourquoi il a pris des armes. Il a certainement des raisons. On lui dit d'arrêter. Ici, il s'agit de trouver une solution pérenne
pour que les Congos puissent, ou les Congolais puissent retrouver la paix. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette idée des camps de la patrie. Les camps de la patrie se dérivent de l'article 63 de notre Constitution, qui est très clair. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'agression extérieure. On ne peut pas isoler, on ne peut pas écarter un Congolais, il faut qu'il vienne. Les condamnations ou la condamnation, je crois qu'au cours du dialogue ou avant les dialogues, on pourra trouver une solution. Moi, j'ai participé à la conférence nationale souveraine sous Mobutu. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir au Congo, mais on a trouvé des solutions. Ils sont venus et ils ont participé à la conférence nationale souveraine. En conclusion, très rapidement, Martin Fayulu, est-ce que vous craignez que votre pays s'effondre? Mais il y a des raisons de craindre l'effondrement, la balkanisation et la dislocation du Congo. Je crois que si Kagame est un proxy, on lui a donné cette mission. Oui, ça c'est une crainte naturelle que j'ai en tant que Congolais, mais dans les têtes des Congolais, dans l'esprit des Congolais, non. Le Congo doit demeurer uni, indivisible, et c'est pour cela que nous demandons cette cohésion nationale. Il y a la cohésion. Ici, entre Congolais, il y a un sentiment de vivre ensemble, des Goma à Mwanda, des Kasumbalesa à Kinshasa et de partout. Les gens veulent être ensemble en tant que Congolais dans nos frontières, héritées de nos ancêtres, de la colonisation et de l'indépendance de notre pays. Martin Fayulu, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kinshasa et merci à vous. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.